Aujourd'hui, c'est Resident Evil 2. Je suis à la fois très content de faire cette vidéo et après avoir fait celle de Ruby, je me dis combien de temps de tournage je vais faire encore une fois. Salut tout le monde, c'est Lizofy et enfin une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps, même si je n'ai actuellement pas encore joué au jeu, c'est les règles du jeu de Resident Evil 2, le jeu de société que je vous avais montré la dernière fois en unboxing complet. Donc cette vidéo, c'est la première vidéo d'une grande série de vidéos sur ce jeu de société, à savoir pour le moment les règles de base, à savoir ce qu'il faut pour connaître un peu comment se joue le jeu, mais vraiment très peu, à savoir juste le premier niveau, avec que les déplacements, que les tirs, il n'y a pas beaucoup d'objets différents. Bref, vous allez voir, c'est vraiment les règles de base pour pouvoir savoir jouer à ce genre de jeu. Et oui, je dis ce genre de jeu parce que c'est un jeu qui ressemble beaucoup à des aspects comme Zombicide, des jeux comme ça, à savoir des jeux où vous avez des objectifs avec des zombies qui vont vous barrer la route, et vous devez vous frayer un chemin à travers tout ce terrain. Comme je l'ai dit dans la vidéo de l'unboxing, un truc génial, j'ai une table pas très grande comme vous voyez ici, et pourtant un scénario complet rentre dans cette table, ce qui fait que du coup voilà, c'est agréable, on peut jouer sur des petites tables. Là j'ai 2 joueurs qui sont placés, les petits tas de cartes ici, et ça rentre nickel, j'ai même encore de la place. Et du coup, commençons tout de suite, Resident Evil 2, les règles de base. Ce sont les règles de base, donc vous ne pouvez choisir que le premier scénario, et du coup on va voir comment on place un peu un scénario sur la table, mais aussi on va voir comment on place nos personnages. Dans la boîte de base, vous avez 4 personnages différents, Léon, Claire, Ada et Robert Kendo. Pour la vidéo, j'ai décidé de choisir Léon et Claire, qui sont les 2 personnages les plus principaux du jeu, et du coup je leur ai mis leurs équipements qu'ils avaient de base. À savoir, quand on commence un scénario, nous avons toujours un pistolet et un couteau par personnage. On prend un petit jeton de vie qui place notre vie à fine, comme ils disent, et nous avons récupéré une sorte de gros jeton qui s'appelle handgun ammo, à savoir les munitions que nous avons dans notre pistolet. Regardons un peu plus les cartes en détail qui ont été piochées justement pour les personnages. Sur ces cartes là on a plusieurs informations, évidemment le nom, le nombre d'objets que le personnage peut emporter avec lui, ou plutôt la place qu'il a, car on verra dans les règles avancées qu'en fait il y a des objets qui peuvent prendre plus d'une place. Le chiffre à côté avec le symbole, c'est le nombre de dés évasion qu'on peut balancer lors d'un jet évasion. Ça sera expliqué après. La ligne en bas, ce sont les armes que le personnage peut utiliser. On voit ici que Léon peut utiliser un pistolet, un fusil à pompe et un magnum, tandis que Claire peut utiliser un pistolet, une arbalète, mais aussi un lance-grenade. Et juste au-dessus, avec le petit texte, c'est une capacité particulière du personnage. Donc vous placez votre carte sur votre plateau de joueur. Ensuite, nous avons différents types d'objets. Il y a d'abord les armes, puis les munitions, les éléments de scénario comme des crochets ou même des clés, les objets de santé qui vont vous permettre de récupérer votre vie notamment, et les éléments de campagne qui vont permettre d'enchaîner les scénarios au fur et à mesure. On va du coup placer un peu le scénario tous ensemble, et du coup on va voir comment on le place. À savoir, on doit choisir les tuiles adéquates. Adéquate, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut juste qu'elles aient le bon nombre de cases. Car oui, il y a des dessins sur les différentes cases, mais ça correspond pas forcément à un scénario en particulier, sauf exception dans certaines extensions par exemple. Du coup, ici, il fallait un carré de 9 cases, j'ai pris un carré de 9 cases. Ici, un carré de 4, j'ai pris un carré de 4. Ici, un rectangle de 2, j'ai pris un rectangle de 2. Il n'y a pas de tuiles précises à avoir tout le temps. Ensuite, on place les différentes portes. Précision, s'il n'y a pas de porte entre 2 tuiles, ça veut dire juste qu'il y a un mur. Ça, c'est important. Car ensuite, ce que vous allez faire, c'est placer justement des murs. Ce sont des petites tuiles comme ça qui sont vraiment très fines. D'ailleurs, je pense qu'ils auraient pu faire autre chose à ce niveau-là. Et vous les placez aux différents endroits que demande le scénario. Placez ensuite les différents pions d'items. Vous voyez qu'il y a des pions item A et item B. C'est tout simplement des decks qui sont séparés selon les objets qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, dans ce scénario, dans le deck A, il y a 3 objets, à savoir 2 herbes et des munitions. Et dans le deck B, il y a un fusil à pompe. C'est pour ça qu'il y a 3 jetons item A et un jeton item B.
Ensuite, vous avez les emplacements des différents zombies qu'il faut placer, à savoir, voilà, tous les items en rouge, ce sont tous des zombies de base, en tout cas dans ce scénario. Et puis les emplacements de vos héros, Léon et Claire, que j'ai placés du coup aux 2 emplacements prévus. Il faut au moins que chaque emplacement soit occupé par au moins un personnage. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes à 4 joueurs et que vous voulez tous commencer à l'endroit où il y a Léon, eh bien il y en a au moins un seul qui devra aller à l'endroit où il y a Claire. Ça veut dire qu'il y en aura un tout seul et 3 là-bas, c'est dommage pour lui quand même. La dernière chose à placer, c'est le deck de tension. Ils appellent ça les tension cards, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans la boîte du jeu, il est déjà préconçu pour le scénario numéro 1, donc en gros quand vous le prenez, vous ne mélangez pas les cartes car elles sont déjà placées dans un certain ordre pour justement faire apprendre un peu le jeu. Donc vous avez vos 18 cartes de Tension Deck qui sont indiquées justement dans le scénario. Et voilà, le plateau est prêt, on a nos différentes portes. Alors j'utilise justement l'extension cosmétique des portes. Vous ne l'avez peut-être pas, mais en tout cas sinon ce sont des petits jetons de porte. Maintenant voyons comment fonctionne le jeu. Le jeu utilise un système de cases, c'est-à-dire que pour chaque déplacement, si vous vous déplacez d'une case, vous avez fait un déplacement. C'est logique jusque là. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'il y a différentes tailles de figurines. Il y a les figurines normales qui ne prennent qu'une seule case, les figurines larges qui en prennent 2, comme les liqueurs par exemple, ou même les figurines huge qui en prennent 4 d'un coup. Donc si vous avez suivi, ça veut dire qu'on peut mettre du coup 4 petites, 2 petites, une large, 2 larges ou une énorme. Qu'est-ce que ça va changer? Ça veut surtout dire que si par exemple il y a 4 zombies sur une case, vous ne pouvez pas marcher dessus, ce qui est vraiment très embêtant. D'ailleurs, vous ne pouvez pas non plus être repoussé sur une case où il n'y a aucune place. Vous allez voir que ça peut être très problématique. Comme n'importe quel jeu, il est question de ligne de vue et de portée d'attaque. La ligne de vue de ce jeu est gérée selon si vous pouvez tracer une ligne du centre de la case où est votre personnage jusqu'au centre de la case où est l'ennemi. Si c'est possible, il y a ligne de vue, sinon non. Et il y a une question de portée, c'est-à-dire que certaines armes peuvent tirer à 1, 2, 3 cases de distance, etc. Ou juste avec ligne de vue, c'est possible aussi. Et il y en a qui sont à 0, à savoir obligatoirement en corps à corps, et donc sur la même case qu'un ennemi. Maintenant, regardons un peu justement les cartes des ennemis, car ils ont eux aussi leurs caractéristiques. Évidemment, le nom, les points de vie du zombie, le niveau de menace qu'il a, je vous expliquerai après, le nombre de mouvements qu'il peut effectuer par tour, ici son attaque de base et s'il a réussi, le nombre de dégâts qu'il inflige. En bas à droite, et du coup pour cette carte-là, la description d'une attaque spéciale, notamment ici on voit qu'il peut attaquer à 1 de portée et inflige 1 dégât. Mais selon la description qu'il y a juste au-dessus, on voit aussi que s'il fait cette attaque, il la réussit forcément mais il meurt. Donc c'est bien et pas bien. Maintenant voyons un peu comment se passe un tour de jeu. Ici on va dire que le premier joueur qui va jouer c'est Léon, on va l'appeler le joueur actif. Dans ce jeu vous pouvez effectuer 4 actions par tour, et dans ces 4 actions, voici la liste. Il peut se déplacer, et donc si vous avez suivi un déplacement égale une action, donc il peut se déplacer jusqu'à 4 cases. Ouvrir une porte ou la fermer, pareil, ça dépense 1 point d'action à chaque fois que vous faites ça. Il peut rechercher, à savoir enlever un jeton item A ou item B pour piocher une carte du deck correspondant, mais il peut pas rechercher si jamais son inventaire est plein. Il peut échanger des objets avec un de ses alliés. Pour ça, soit il est sur la même case que lui, soit une case adjacente, et ils peuvent échanger autant d'items qu'ils le veulent en une seule action. Il peut tout simplement utiliser un objet, pour ça il faut juste suivre le texte qui est écrit sur la carte. C'est le cas par exemple des munitions ou même des herbes. Et la dernière action possible évidemment c'est attaquer. Alors pour attaquer faut une arme. Jusque là, contre des zombies, c'est normal. Donc tout d'abord vous allez choisir l'arme avec laquelle vous allez attaquer. Vous devez évidemment avoir assez de munitions pour pouvoir l'attaquer, avoir une ligne de vue avec le zombie, et du coup si c'est le cas, vous réduisez le nombre de vos munitions d'un cran. Le mieux c'est de vous montrer un exemple. Je suis Léon, c'est mon tour de jeu, je décide d'utiliser une action pour faire un déplacement, et là, j'utilise une deuxième action pour pouvoir attaquer. Ici, je choisis d'utiliser le pistolet pour pouvoir tirer sur le zombie. Regardons du coup la carte du pistolet en particulier. Donc nous avons en haut l'arme, à droite le nombre de munitions qu'il a quand vous récupérez l'arme, ici 15, et en bas nous avons différents symboles. Le plus à gauche définit la portée de l'arme. Ici, tant qu'il y a ligne de vue, vous pouvez tirer. Ça va, c'est legit. Juste à côté, nous avons le nombre de dés que vous allez pouvoir balancer par attaque. Ici c'est écrit un bleu, vous pouvez donc balancer un dé bleu. Et à droite nous avons 2 symboles, un impact et 2 impacts. C'est tout simplement les effets que vont infliger l'arme si jamais vous faites 1 ou 2 impacts. Ici, si vous faites 2 impacts, vous infligez 1 dégât à
l'ennemi. Et si vous n'en faites qu'un, vous avez un petit symbole d'une petite flèche. Ah, la petite flèche! Qu'est-ce que c'est intéressant la petite flèche? Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que vous ne faites que repousser le zombie. Et oui, ça serait beaucoup trop facile si on pouvait infliger aussi facilement un dégât à un ennemi. Ici sur ce dé, vous avez 2 impacts de balles normaux et un double. Et le reste, ce sont des phases d'évasion. Donc en gros, sur ce dé, vous allez difficilement mettre un dégât avec un pistolet. Mais si vous le faites, tant mieux. Par exemple, ici j'ai fait une double touche, j'inflige donc un dégât à l'ennemi, et du coup cet ennemi succombe car il n'avait qu'un seul point de vie. Qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas réussi mon attaque? Si par exemple je n'avais fait qu'une seule touche, j'aurais pu repousser le zombie d'une case. Donc là par exemple je peux le repousser, ici par exemple. Ce qui est très amusant, c'est que par exemple j'aurais pu aussi le repousser à côté de moi. Mais c'est pas très intelligent, vous voyez. Autre chose que je n'ai pas parlé sur le pistolet, elle a une capacité spéciale cette arme. Nous avons un petit symbole juste en bas qui signifie que si je dépense une munition supplémentaire pour cette attaque, je peux avoir un dé de plus. Et si je dépense encore une munition supplémentaire, j'ai encore un dé de plus. Ce qui fait que je peux avoir jusqu'à 3 dés bleus pour une attaque. Mais évidemment ça dépense les munitions. Et on sait très bien que dans Resident Evil, c'est assez important les munitions quand même. Pour faire simple pour la suite des règles, imaginons que je n'ai pas tué le zombie, je l'ai juste repoussé. Dans ce cas, je le déplace sur une case un peu plus éloignée de moi. Et on va dire que j'ai fini mon tour car, voilà, je sais pas, j'ai loupé tous mes dés ou je sais pas et j'ai touché qu'une seule fois à la fin. Après avoir fait ces actions, le joueur actif va avoir le droit à une petite réaction des ennemis. Tous les ennemis qui sont sur la même tuile que le personnage, à savoir ici le petit boomerang, on va dire, vont avoir une réaction. Les ennemis qui peuvent avoir une réaction sont aussi les ennemis qui sont sur des tuiles reliées. Imaginons la porte ici est ouverte, la tuile d'à côté est reliée. S'il y avait eu un zombie par exemple de ce côté-là, il aurait réagi lui aussi à son tour. Mais là ici la porte est fermée donc il n'y a absolument aucune liaison, il y a donc un seul zombie qui est en réaction. Ce zombie là, ils vont toujours avoir 2 choix. Soit ils se déplacent parce qu'ils ne sont pas à portée, soit ils attaquent parce que ils peuvent. Ici j'ai repoussé le zombie, donc il va simplement se déplacer. Il avance de son nombre de déplacements qu'il peut faire, à savoir sur sa carte 1. Et les ennemis priorisent toujours le joueur actif. Imaginons ici, le zombie est ici à côté de Claire et ici Léon. Léon était celui qui était le joueur actif, du coup le zombie va se diriger vers Léon. Mais imaginons que par exemple le zombie était déjà à ma case et que du coup c'est le temps des réactions pour le zombie. Eh bien il va pouvoir effectuer une attaque basique et en général c'est pas très génial. Ici on avait vu qu'il avait besoin d'une portée de 0 et que du coup, s'il l'avait, il m'infligeait un dégât, eh bien c'est effectivement le cas. Mais il y a une chance de s'en sortir, car il existe des jets d'évasion. Les jets d'évasion fonctionnent ainsi, à savoir, les personnages ont un nombre de dés qu'ils peuvent balancer pour leur jet d'évasion. Ici, Léon a 2 dés possibles pour s'évader. Sur ces dés, il y a différentes faces, une flèche à moitié, une flèche complète et une flèche avec des pointillés. Pour éviter une attaque comme ça, il suffit d'un des 3, ça n'est pas grave, la flèche à moitié suffit même largement. Mais là où ça va devenir plus compliqué, c'est quand il y a plus de zombies ou des zombies un peu plus gros. Par exemple, essayons de nous évader de ce zombie qui essaie de nous mettre un dégât. Ici j'ai réussi mon jet d'évasion, on n'a pas besoin de faire plus d'une flèche, là j'en ai réussi 2, tant mieux pour moi, mais j'ai réussi du coup mon jet d'évasion. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien tout simplement je vais repousser le zombie vers une cage adjacente. Je peux très bien le faire un peu plus loin comme il était avant, soit je le mets derrière moi, c'est possible aussi. Et du coup, si je n'avais pas réussi ce jet d'évasion, tout simplement, je me serais pris un point de vie dans la gueule. Si un monstre vous inflige un dégât, vous le repoussez sur une case adjacente. Et j'aurais baissé du coup mon jeton d'un cran sur ma piste de vie. Et du coup, qu'est-ce qui se serait passé si c'était un liqueur qui m'aurait attaqué? À savoir une figurine large. Eh bien j'aurais dû au moins avoir au niveau des faces de mon dé, soit une flèche avec des pointillés, soit la flèche complète. La demi-flèche ne m'aurait pas servi à m'échapper. Et du coup, qu'est-ce qui se passe par exemple s'il y a trop de zombies? Je vous donne tous les cas. Le niveau de difficulté de l'évasion augmente selon le nombre de zombies ou la puissance du zombie qui vous attaque. Ici j'avais un zombie, donc je pouvais simplement faire la demi-flèche. S'il y en avait 2, ça aurait augmenté du coup de 1 la difficulté, il aurait fallu au minimum que je fasse au moins la flèche avec les pointillés. S'il y en avait eu encore un supplémentaire, j'aurais dû faire obligatoirement la flèche complète. Donc voilà, l'évasion devient de plus en plus dure si les zombies sont de plus en plus nombreux ou de plus en plus forts.
Durant la phase de réaction, s'il y a plusieurs zombies qui vous attaquent, c'est celui qui a le niveau de menace le plus élevé qui va vous attaquer. Dans le scénario 1, il n'y a pas de différentes menaces, tous les zombies ont un de menace, donc vous en choisissez un, mais on verra dans les règles avancées que par exemple, un liqueur est de menace 3, et donc c'est lui qui aurait infligé l'attaque si par exemple il avait été apporté. Ça veut dire que si par exemple il y a 2 ou 3 zombies sur votre case, vous ne pourrez prendre que maximum un dégât, et ça, c'est quand même mieux. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que la phase de réaction arrivait si vous avez terminé vos actions. Pas tout à fait en fait. Il peut y avoir 3 cas où les ennemis vont vous emmerder, à savoir, premier cas, si vous effectuez une attaque. Car l'attaque fait du bruit, donc l'attaque attire les zombies, et c'est pour ça que ça peut faire déplacer le zombie. Par contre, ça ne fait pas réagir le zombie qui vient d'être attaqué, ça c'est autre chose. Si par exemple, il y a 2 zombies ici et que j'attaque au pistolet celui qui est juste à côté de moi, tout simplement ça fait du bruit, donc l'autre zombie se rapproche d'une case parce que c'est son nombre de mouvements qu'il peut faire. Autre moment où ça peut faire une réaction, là j'ai dit n'importe quoi donc j'enregistre en voix off, c'est effectuer une action alors qu'il y a un zombie sur la même case que soi. Ça fonctionne pour toutes les actions, les mouvements, les utilisations d'objets, etc. Par exemple, si je veux recharger en utilisant une munition, alors qu'il y a un zombie à côté de moi, il va me faire du coup une attaque normale et je vais devoir faire un jet d'évasion avant d'utiliser mon objet. Si je réussis mon jet d'évasion, je peux utiliser mon objet, sinon je me prends des dégâts et j'utilise pas du tout mon objet. Et le dernier cas, c'est attaquer un ennemi sur la même case que moi. Si je l'attaque à ce moment-là, il faut absolument que je réussisse mon attaque, sinon je me prends une attaque de base sans pouvoir m'évader. C'est assez chiant pour le coup. Bon, voilà pour la phase de réaction. J'avais repoussé mon zébi d'une case, je le rapproche d'une case de moi du coup parce que c'est sa phase de réaction. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Je passe du coup à la phase suivante, à savoir la phase de tension. C'est le joueur actif qui va piocher cette carte, c'est le petit deck ici, et c'est en général le deck, vous allez flipper en vous disant est-ce qu'il va se passer une bonne chose ou pas, on verra. Du coup, on pioche la carte sur le dessus de la pioche, et nous avons du coup 3 types de cartes possibles. Les cartes vertes, où il ne se passe absolument rien en général, où ce sont juste des descriptions d'ambiance pour vous faire peur, mais en fait tout se passe bien. Les cartes ambrées, qui en général font des effets un peu particuliers. Et les cartes rouges, où en général vous êtes dans la merde. Ici, pour le scénario numéro 1, vous avez énormément de cartes vertes, une carte ambrée et une carte rouge. Et cette carte rouge, vous l'avez en premier lieu, ce n'est pas vraiment un spoil, puisque c'est comme ça que le jeu est précédé de manière générale. Donc là, je vais lire un peu cette carte. Il y a évidemment une petite description ambiante de la carte, et ensuite en bas, un petit effet marrant. Ici, il faut faire apparaître 2 zombies sur la tuile du personnage actif, le plus proche du personnage principal, avec un sigle comme celui-ci. Ici, manque de bol, j'étais sur ce sigle, et du coup, il y a 2 zombies qui vont popper juste à côté de ma gueule. Oui, je suis dans la merde, et c'est un peu la base du jeu. Après avoir pioché cette carte de tension, vous la placez à côté, sur un endroit qu'on pourrait appeler la défausse justement. Imaginons, je ne pouvais pas faire apparaître 2 zombies car il y en a beaucoup trop sur le terrain et du coup j'ai plus de figurines. Et bien tout simplement je mettais cette carte à la défausse et je devais piocher 2 autres cartes tension supplémentaires. Et du coup si vous piochez plusieurs cartes, vous activez les effets un par un selon les cartes que vous piochez. Donc vous piochez la première carte, oh j'active cet effet, deuxième carte, oh j'active cet effet. Dans ce scénario, s'il n'y a plus de cartes dans le tension deck, vous remélangez la défausse et vous replacez le deck pour le rafraîchir. Et donc la phase de tension est finie, ça va être du coup à Claire de jouer, elle va faire ses actions, le zombie sur sa tuile va réagir, ou même si elle a ouvert la porte, le zombie juste à côté va pouvoir réagir aussi. Juste après, la carte de tension, puis à Léon de jouer, les réactions des zombies, la carte de tension, etc. etc. Ça fonctionne comme ça tout le long du jeu. Voilà pour les règles de base de ce jeu. Le scénario ici demande d'atteindre la porte ici pour pouvoir finir ce scénario. Donc vraiment, voilà, c'est un scénario très très basique où il faut juste se déplacer avec des zombies normaux pour apprendre le jeu de base et les différentes actions qu'ils peuvent faire tout le long de la partie. Dans les règles additionnelles que nous verrons du coup à la prochaine vidéo, nous allons voir les différents types de zombies, les différents types de tuiles aussi, selon les scénarios. Enfin bref, il y a beaucoup de programmes pour le prochain scénario. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Je vous dis à la prochaine, salut!